Zulflaouen. L'objet de cet exposé concerne la ville de Béjaïa, la méditerranéité et la CPVHM, Conférence permanente des villes historiques de la Méditerranée. Grosso modo, je remercie le président du comité d'organisation, le docteur Beretima, le doyen de la nouvelle faculté de sciences sociales et humaines, le docteur Charat, pour m'avoir invité. Ça va me permettre de vous présenter un travail que nous avons fait jusqu'en 2004 et qui concerne l'urbanité, mais en considérant donc le concept de méditerranéité et les rapports ville-culture. Ensuite, nous allons mettre l'accent sur l'importance des rapports intervilles et enfin donc je dirai quelques mots sur le parcours de la ville de Béjaïa au niveau de la CPVHM. Ancré dans l'imaginaire collectif contemporain, le nom Méditerranée évoque une panoplie d'images, une mer éclaboussée de lumière, des paysages d'îles et de côtes découpées, des montagnes odoriférantes. Employée par les historiens et préhistoriens, par les anthropologues, par les historiens des sciences et de l'environnement, la notion veut appréhender des formes d'habitat, des modes de vie apparentes, des pratiques sociales et des valeurs communes d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Il y a quelques années de cela, une recherche a été entreprise par une équipe de chercheurs de disciplines diverses qui tous, historiens, archéologues, égyptologues, géographes, botanistes et architectes, croisaient dans leurs travaux la Méditerranée. Leurs questions invitent, dans une perspective d'histoire des sciences, à interroger la Méditerranée en objet d'étude, tel qu'il fut historiquement construit par les voyageurs, les géographes, les naturalistes et les savants. Le concept de méditerranéité, une sur le plan de la nature. L'ère méditerranéenne reste, au plan anthropologique, un espace pluriel affronté. Ni la géographie, ni l'histoire naturelle, ni l'anthropologie ne suffisent à donner à l'invention de la Méditerranée ses points d'appui. Il s'agit de définir un espace où une communauté d'appartenance suppose encore un horizon temporel, historique. Dans la définition d'une ère méditerranéenne, l'histoire est aussi un enjeu. Par elle passe la recherche des éléments d'un passé commun qui, contre la réalité d'un présent, fait de contraste, d'opposition ou de conflit, puisse servir à des fins unificatrices et fonder le projet d'une destinée partagée. L'archéologie fournit ici une base essentielle. En effet, en contribuant à créer l'idée d'une communauté de civilisation entre les deux rives de la Méditerranée. L'archéologie, romaine et musulmane en premier chef, apporte à l'invention de la Méditerranée la caution de l'histoire. Le deuxième aspect que je voudrais mettre en avant ici, c'est les rapports qui existent entre l'urbanité et la culture. La Méditerranée, la culture et l'urbanité cheminent du même pas historique. Dans un premier temps, la culture est génératrice du développement urbain. L'enracinement de la culture dans la ville, à travers les lieux d'expression que sont les monuments, les institutions ou bien les équipements, témoigne à la fois de la permanence du fait urbain et du fait culturel, de leurs liens, de leur déclin et du renouvellement de ces liens dans l'histoire. Qu'est-ce que ceci signifie? Ça signifie tout simplement que parler de Méditerranée, c'est parler de culture. Et c'est aussi parler de ville dans cette région du monde qui a été, jusqu'au XVIe siècle, la plus urbanisée. Vous avez ici un dossier spécial qui a été fait par un quotidien
le quotidien Les Échos, que tout le monde connaît. Il s'agit d'une des références en termes d'économie. Vous voyez qu'il y a 2 ans de ça, ce quotidien a jugé nécessaire de publier un numéro spécial concernant les âges d'or oubliés. Et vous voyez que sur l'Afrique du Nord, la seule mention, c'est celle de Béjaïa, avec cet article « Bougie, lumière du Maghreb ». La ville de Béjaïa est effectivement l'exemple type de ville multiculturelle où s'est réalisée au cours des siècles une synthèse des cultures méditerranéennes. Vous avez ici la monographie qui est considérée comme étant la référence en termes donc d'histoire de Béjaïa, qui a été faite par l'interprète militaire Laurent-Charles Ferraud, éditée en 1869. Donc vous avez ici la nouvelle édition qui est sortie il y a quelques mois de ça, et nous avons fait une analyse où on met en avance les points, parce que le Ferraud était ici à Bougie, donc vers 1845, il a eu des rapports particuliers avec les autochtones, et il rapporte un certain nombre de légendes qui n'ont pas encore été vérifiées. Mais ce qui est important pour les urbanistes, pour les spécialistes qui travaillent sur la ville de Béjaïa et qui prennent comme repère, qui s'intéressent à la manière dont a évolué la ville, les mutations, il faut, quand on se base sur cette source qui est peut-être considérée comme la référence, il faut prendre en compte certains points. Par exemple, Ferraud ne parle pas de la période préhistorique. C'est logique, parce qu'à l'époque, cette science n'avait pas encore été inventée. Alors que, vous le voyez ici, l'occupation préhistorique de la région de Béjaïa est tout à fait remarquable par les nombreux sites et gisements ibéro-mauriciens qui vont, grosso modo, entre moins 20 000 et moins 10 000 ans avant le présent. Alors, ce qui est très important, je vous ai montré le site d'FLO, c'est que nous avons sur ce site découvert des figurines zoomorphes en terre cuite qui posent la question de l'origine et de l'ancienneté de l'apparition de l'art figuratif en Afrique du Nord. Le deuxième point qui n'a pas été, vous voyez ici, l'une des figurines qui a été découverte là-bas. Le deuxième point qui n'a pas été abordé par Ferraud, c'est lorsqu'il aborde la question de la période antique, c'est qu'il ne prend en compte que la période romaine. Or, ces dernières années, nous avons découvert de très nombreuses stèles libyco-berbères. Vous voyez ici sur cette photo celle d'Ifouralen, chez les Azmimoun. Pourquoi est-ce que ces découvertes sont très importantes? Parce qu'elles nous donnent des informations sur la manière dont ont vécu nos ancêtres avant Rome. En ce qui concerne la période romaine, nous avons considérablement avancé dans les connaissances qui concernent cette période. Vous voyez ici l'aqueduc de Toudja qui est mondialement connu, tout simplement parce que nous avons des informations sur la manière dont il a été construit. Vous voyez ici, sur cette illustration, l'ingénieur Nonus Datus en train de construire le tunnel de l'Habel. Et vous voyez ici le cippe romain qui se trouve sur la petite fontaine en face de l'hôtel de ville, où l'ingénieur Nonus Datus a donné des informations sur la manière dont a été construite la conduite. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des équipes internationales aux États-Unis, en Italie, etc., qui travaillent sur cette conduite? Tout simplement parce que jusqu'à présent, on ne sait pas comment, à l'époque, les Romains comptaient. Et pour la première fois ici, il y a matière donc à faire avancer les choses. Vous voyez ici également les stèles libyco-romaines. De nombreuses stèles libyco-romaines ont été découvertes ces derniers temps dans la wilaya de Béjaïa, et il s'agit ici de chefs berbères romanisés.
romanisé. Et donc là, vous comprenez l'importance de la prise en compte de ces éléments qui n'ont pas été pris en compte par Ferro. Venons-en à présent à la période médiévale. La période, c'est l'époque où donc Béjaïa est devenue au XIe siècle une grande capitale sur les rives de la Méditerranée. À l'époque, donc, le royaume hamadite a été le premier État indépendant donc, du Maghreb central. Et lorsque on veut s'intéresser à l'urbanité dans la ville de Béjaïa, on ne peut pas faire abstraction de ce qui s'est passé à la Qala'a d'Ibn Ahmed. La Qala'a d'Ibn Ahmed a été la première capitale du royaume berbère des Hamadites. Elle se trouve du côté de Msila. C'est le premier centre urbain du Maghreb central. Et ce qui s'est passé quand, en 1067, la capitale du royaume a été transférée à Béjaïa, les princes continuaient à habiter à la Qala'a et faisaient donc des va-et-vient. Ils empruntaient ce qu'on appelle, vous voyez ici la Qala'a, et ils empruntaient ce qu'on appelle Tariq al-Sultan qui relie donc les deux capitales. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui s'est passé à Béjaïa, la manière dont a été façonnée cette ville, l'a été par des personnes qui faisaient ce va-et-vient. Et nous avons bien sûr des informations précises sur le rôle qu'ont joué les deux premiers princes, le prince al-Nasir et le prince surtout al-Mansour, qui a été à l'origine des premiers édifices d'utilité publique. Le deuxième point qu'il faut prendre en compte, c'est l'importance qu'a joué l'arrière-pays dans le développement du port de Béjaïa. Ensuite, je ne vais pas m'attarder sur les rapports commerciaux, les rapports politiques. Vous avez ici un traité de paix et de commerce qui avait été signé avec Pise en 1186. Et les produits donc, qui circulaient au niveau du port de Béjaïa. Je vais prendre en considération les rapports intellectuels. Vous avez ici ce qu'on appelle les princes de la science à Béjaïa, parce que nous avons des informations précises sur les rapports qui ont existé entre Béjaïa et Kairouan, qui était la première ville, j'allais dire, intellectuelle du Maghreb, à travers, donc, vous voyez, les savants et ceux notamment de la Qala'a d'Ibn Ahmed. Alors, vous avez ici un ouvrage très important, il s'agit donc du Unwan Diraya, Fim Sheikh Bjaya, qui a été écrit par le biobibliographe Al-Robrini. Il cite la biographie de 108 personnalités scientifiques et religieuses de la ville. Cet ouvrage est très important. Nous en avons fait une structuration du milieu intellectuel. Parce que ce livre n'est pas simplement important pour la ville de Béjaïa, il est important pour toutes les villes des pays de l'islam, parce qu'il montre comment fonctionnait le milieu intellectuel dans les villes des pays de l'islam à l'époque médiévale. Mais ce que je vais évoquer maintenant, c'est ce qu'on appelle les rapports intervilles. Tout à l'heure, je vous ai donné donc, le concept pour lequel donc, ceci maintenant intéresse les géographes, les architectes, etc. La ville de Béjaïa donc était une grande capitale sur les rives de Méditerranée et il a eu des rapports particuliers avec les républiques chrétiennes. Tout à l'heure, je vous ai montré un traité de paix et de commerce. Il en existe plusieurs. Je vais m'intéresser aux rapports intellectuels en mettant l'accent sur le point pour lequel c'est intéressant pour l'urbanité. Vous savez que les palais hamadites de Béjaïa, dont les poètes ont évoqué, ont été détruits pendant la période espagnole. La seule trace qu'il en reste aujourd'hui, c'est la poésie du poète sicilien Ibn Hamdis. C'est grâce à ses écrits que Georges Marcet a fait l'hypothèse que c'est à partir de Bougie que Palerme a reçu l'ordonnance des pavillons de sa banlieue. Les rapports avec les républiques italiennes ont été très, très importants. Vous savez qu'ici, à Bougie, il y avait des fondours de ces républiques chrétiennes. Et bien sûr, la personnalité qui
symbolise le mieux donc, ces rapports, c'est le séjour et les études à Béjaïa du célèbre mathématicien italien Leonardo Fibonacci. Et vous savez que c'est à partir de Béjaïa qu'il a popularisé les chiffres arabes en Europe. Mais ce que je veux évoquer aujourd'hui, c'est son livre, le Liber Abaci, qui est encore un ouvrage très important. Tous les informaticiens, tous les financiers connaissent l'importance donc de cet ouvrage. Et bien, dans ce livre, un certain nombre de problèmes ont pour cadre le port de Béjaïa. Il dit sur le port de Béjaïa, et donc les produits qui circulaient à l'époque, les monnaies qui étaient utilisées. Et bien entendu, M. Achour, donc le président directeur général du port de Béjaïa, sera ici et va nous évoquer la manière dont nous avons pu ouvrir donc, la ville sur la mer en créant la promenade Leonardo Fibonacci au niveau de la brise de mer. Les rapports avec l'Andalousie, il est inutile de les développer, tout le monde connaît ce qui s'est passé, notamment après la Reconquista, et donc la manière dont Béjaïa est devenue une terre d'asile pour les grands savants d'Andalousie. Les rapports avec la couronne d'Aragon, qui a été également très importante, Vous avez ici les fameuses disputes du philosophe catalan Raymond Lull. Il y a des dizaines d'illustrations qui évoquent cet événement et des illustrations, et vous voyez ici, à la pointe du Cap Carbone se trouve la fameuse caverne de Raymond Lull évoquée par les pêcheurs mallorquins qui, au XVIIIe siècle, venaient encore ici à Béjaïa. Les rapports donc, concernent également les pays voisins. L'Occident musulman, donc vous avez sur cette illustration qui a été faite par l'artiste peintre Ali Tabchouch, le Mehdi Ibn Tumert, avec Abdelmoumen, celui qui va devenir son premier général, est en train ici à Mellala de mettre en place le plan qui va aboutir à la création de l'empire almohade qui pour la première fois va unifier le Maghreb et l'Andalousie. Alors, tout le monde connaît l'histoire, comment a été créé l'oratoire de Mellala pour donc, le Mehdi Ibn Tumert. Ce qu'on ne prend jamais en compte, et pourtant c'est très important, c'est le rôle qu'a joué cet oratoire, cette mosquée, par la suite. Parce que, d'une part, Abu Zakaria Yahya, dont le mausolée se trouve au niveau du port pétrolier, et dont la dimension spirituelle à Béjaïa était aussi importante que celle de Boumedienne, a à Mellala un mausolée, vous savez qu'on l'appelle Boukbrin, et ce lieu, Mellala, va par la suite recevoir des savants très importants. On le sait par exemple en lisant la rihla du voyageur Al-Abdari, etc. Donc vous avez ici le marhab de l'ancienne mosquée Ibn Tumert à Mellala. Pour les rapports, donc là, Ibn Tumert c'était pour l'Occident musulman, c'est-à-dire le Maroc. Pour l'Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie, Ibn Khaldoun est la personne la mieux indiquée. Vous savez qu'il a été en poste à Béjaïa. Il est venu ici pour des raisons politiques. Il avait été nommé Hajb, c'est-à-dire Premier ministre. Et vous avez ici, vous savez que c'est à partir de Béjaïa que Ibn Khaldoun a défini la notion de frontière. Et vous voyez ici la mosquée Ibn Khaldoun à Béjaïa. Donc vous voyez qu'il y a des édifices qui symbolisent ces rapports intellectuels qui ont été très importants. Les rapports avec Tlemcen. Vous avez ici, sur cette illustration, la Médersa Tachfiniya, qui a été reconstituée à partir d'une description de Yahya ibn Khaldoun, le frère de Abdelrahman ibn Khaldoun, et où vous voyez un grand savant de Béjaïa, Amran al-Najdelif, en train de faire le cours inaugural.
Et il y a à Béjaïa des vestiges Abdelwadid, c'est-à-dire tlemcéniens. Vous voyez ici ce qui reste de la forteresse le soir, Temzizdek à Elxer, qui est du plus pur style Abdelwadid. Je voudrais également évoquer donc l'Empire ottoman. Vous savez que l'amiral Périris, qui a écrit un livre très important, Kitab al-Bahrim, détaille, parce qu'il a hiverné ici à Béjaïa pendant plusieurs années et il logeait à la Zawiya de Sidi Touati. Les informations finalement que nous avons concernant cette Zawiya et ce personnage, les plus précises viennent de ce personnage, l'amiral donc Périris. Et vous voyez ici une carte de Béjaïa qui figure dans son livre Kitab al-Bahri. Ensuite, la ville de Béjaïa a été occupée par les Espagnols, elle a été complètement détruite, mais ceux qui s'intéressent à l'urbanité doivent prendre en considération les illustrations qui existent et qui donnent des détails. Vous voyez ici sur cette gravure, qui date de 1551, il y a des détails qui permettent de donner des informations. Ce type d'illustration existe également pour la période ottomane. La période ottomane, il faut le dire, n'a pas été, j'allais dire, bénéfique pour la ville de Béjaïa. Elle a perdu son statut de capitale et en même temps, tous les voyageurs sont d'accord sur le fait que les Turcs à Béjaïa ne réparaient rien. Bref, la source la plus importante sur ce qui s'est passé avec la colonisation, c'est bien sûr la monographie de Ferraud, parce qu'il était là au moment donc en 1845, donc à l'époque où les Français étaient confinés dans la ville par les tribus donc avoisinantes, et il avait des rapports particuliers avec des autochtones. Et donc il donne des détails sur la manière dont c'est fait en rapport avec l'urbanisme. Par la suite, nous avons plein de documents. Par exemple, ici, vous avez une photo qui montre comment a été construite la place de Gaïdan à Béjaïa. D'autres sources sont très importantes. Par exemple, le livre de l'archiduc d'Autriche, Bougie, la perle de l'Afrique du Nord, non seulement parce qu'il a fait 33 illustrations détaillées de Béjaïa et la région, mais également parce qu'il fait des descriptions. Par exemple, vous voyez, il décrit ce qu'était à l'époque le pèlerinage à Béjaïa le 27e jour du Ramadan. Enfin, le séjour donc, à Béjaïa de l'ancien président portugais Manuel Teixeira Gomes, de 1931 à 1941, et la manière dont ça a été exploité dernièrement par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, pour pouvoir dynamiser les rapports politiques avec le Portugal. En 2006, le président portugais commence une visite d'État en Algérie à partir de Béjaïa et inaugure des édifices en rapport avec cet élément. Bref, j'en arrive maintenant aux premières études qui ont été faites concernant ces aspects. Vous savez qu'en 1962 a eu lieu à Béjaïa les cours et conférences de juillet 62 à Bougie, sous le patronage de l'université de Constantine. Cette université d'été a été inaugurée la même année universitaire que le centre universitaire de Constantine. Parmi les conférences qui ont été données à cette époque, j'attire votre attention sur celle qui a été donnée par M. Royer, qui était le directeur de l'école d'architecture de Paris, et qui concerne l'étude des conditions concrètes de l'urbanisme dans l'agglomération bougiote. Alors pourquoi est-ce que ce personnage est très important ? Bon, les cours et conférences ont également abordé des questions en rapport avec la culture et en rapport avec l'art. Ce personnage est très important parce qu'il a été le conseiller de la municipalité de Bordeaux à cette époque. Et vous savez que Bordeaux était jumelé avec la ville de Bougie.
C'est le jumelage qui a eu le plus d'influence sur la ville de Bougie, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la construction, puisque vous savez qu'il y a toute une cité, la cité Amimoun, qui a été construite dans ce cadre. On l'appelle d'ailleurs jusqu'à présent la cité Chabandelmas. Et dans le domaine de la culture, puisque c'est grâce donc à ceux qui avaient conçu ces cours et conférences que ont été retrouvées l'iconographie ancienne de la ville de Béjaïa que a été alimentée la galerie de peinture et des arts graphiques Émile Aubry, qui à l'époque se trouvait au niveau de la rampe du port et qui était répertoriée à l'échelle internationale. La ville de Bordeaux a continué à avoir des contacts avec la mairie, puisque vous voyez, en 2000, le maire Alain Juppé a invité le maire de Bougie pour siéger dans la commission euro-méditerranéenne. L'objectif de cette rencontre des villes euro-méditerranéennes, c'était que, finalement, les villes ont un rôle à jouer dans le processus de Barcelone. Alors, j'en arrive à ce colloque international de 1997, Béjaïa et sa région à travers les âges, histoire, société, sciences, culture. Une session spéciale a été consacrée à l'architecture et l'urbanisme et une table ronde concernait la ville historique de Béjaïa, urbanisme, architecture et Méditerranée. Et c'est dans ce cadre qu'une réflexion avait été engagée sur l'identité architecturale méditerranéenne. Alors, je voulais, parmi les points qui ont été abordés, il y a notamment cette étude des éléments composant la ville, tels que les vestiges, traces, quartiers, etc., afin de comprendre le processus d'évolution et de transformation. Et donc vous avez ici les différentes périodes. Donc là, vous avez la période romaine, ensuite la période médiévale, la période espagnole, la période espagnole, donc la période turque et la période française. Donc vous avez les différents repères qui ont été analysés. Une autre étude intéressante a été faite par F. Abdelkrim qui concernait centre et centralité. Les questions qui se posaient, c'est qu'est-ce qui façonne le centre? Est-ce le pouvoir? Est-ce le social? Est-ce l'économique? Enfin, vous avez cette étude également importante qui concerne la ville, l'urbanité et l'autochtonie, qui a été faite par Nejma Lalmi sous la direction de Daniel Mine. À cette époque, pour la première fois, un inventaire par période des sites et monuments de la wilaya de Béjaïa avait été réalisé. Donc je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais l'autre point, donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le retour à la mer et le travail que nous avons fait avec le port de Béjaïa et la mairie pour pouvoir ouvrir cet espace au niveau de la brise de mer. Au niveau de cette table ronde, on ne s'est pas limité à la ville de Béjaïa, puisqu'il y a eu également des discussions qui concernent la province. Et vous avez ici le laboratoire d'architecture méditerranéenne qui s'est, pendant longtemps, intéressé au village donc, de Djebla, qui se trouve du côté de Benixila, parce que le style architectural, vous voyez ici, en utilisant la pierre sèche, et une étude comparative avec ce qui se passe à Malte, en Grèce, etc. Ceci est publié dans les actes de ce congrès. J'en arrive maintenant à la conférence permanente des villes historiques de la Méditerranée. C'est justement lors du colloque de 1997 que nous avons été contactés par les organisateurs de cette conférence, par les animateurs. Ils nous ont dit qu'ils avaient envoyé des correspondances à la mairie de Béjaïa et qu'ils n'avaient jamais reçu de réponse. Et ils nous ont demandé d'être leur porte-parole auprès de cette municipalité. Nous avons effectivement fait ces contacts et
nous avons permis l'adhésion de la ville de Béjaïa à cette organisation grâce à cette délibération du conseil municipal en date de décembre 1998. Cette délibération est un point essentiel parce que pour pouvoir adhérer à cette organisation, il faut une délibération. Et le problème qui se pose, j'allais dire, ce n'est pas la délibération, c'est ensuite l'approbation par la tutelle, c'est-à-dire la wilaya. Bref, donc, la ville donc, a pu adhérer grâce à la conférence de Xàtiva, donc en Espagne, en 1999, par acclamation. Et c'est lors de cette réunion qu'a été inscrit le principal projet qu'avait la CPVHM, c'était le plan de masse de Bethléem. Et donc, à la conférence de Xàtiva, le projet de restauration du fort Gouraya avait été inscrit. Dans la conférence d'Alghero, en Italie, le point qui avait été abordé, c'est le rôle de la société civile dans l'aménagement urbain. Et en 2004, la conférence des maires a été organisée ici à Béjaïa. En 2004, donc la mairie de Béjaïa a organisé cette conférence permanente, cette conférence des maires. Une trentaine de maires des villes de la Méditerranée sont venus donc ici. Et la thématique qui avait été retenue, c'est acteurs locaux et patrimoine immatériel, le rôle des villes historiques de la Méditerranée. Et au niveau donc de cette conférence, le projet de mise en place du centre sud-méditerranéen des savoir-faire locaux a été approuvé pour être installé au niveau du plateau des ruines, au niveau du parc national du Gouraya. Monsieur Hassani, oui, j'ai terminé. J'ai terminé. Les conclusions de cette conférence permanente ont été éditées dans un livre qui a été édité à la fois à Rome par l'ISPROM et à Paris par Publisud. Je vous remercie pour votre attention. Donc,